3h sur Public Sénat. Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant l'audition de Didier Migaud devant la Commission des finances du Sénat. Le premier président de la Cour des comptes est ici en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques. Il présente devant la Commission des finances du Sénat les conclusions de l'avis relatif au projet de loi de finances 2014. Bercy a basé son projet sur des prévisions de croissance que le Haut Conseil juge plausible, même si Didier Migaud va évoquer quelques éléments de fragilité. Voilà, tout de suite, direction la salle Clémenceau. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter devant votre commission en tant que président du Haut Conseil des finances publiques pour vous présenter les principales conclusions de l'avis relatif au projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2014. Alors, je suis accompagné du nouveau rapporteur général du Haut Conseil des finances publiques, François Monnier, qui a pris ses fonctions le 1er octobre en remplacement de Jean-Philippe Cottis, qui est parti pour d'autres fonctions dans une banque. François Monnier, magistrat honoraire à la Cour des comptes, que la commission d'ailleurs des affaires sociales de votre Assemblée a pu auditionner à plusieurs reprises dans ses fonctions de secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale. Et il a pu participer aux travaux de préparation de notre avis. M'accompagnent également Philippe Ravalet, Annabelle Mourougan et Nathalie Georges, ainsi qu'Étienne Sanicolo, qui est à la manœuvre avec l'ordinateur, qui est stagiaire. Voilà, vous avez avec ces personnes-là la petite équipe du Haut Conseil, avec Boris Melmou-Eudes, qui aujourd'hui est en déplacement. Alors, si vous me le permettez, je présenterai brièvement dans un premier temps les principales conclusions de l'avis adopté par le Haut Conseil. Je suis bien sûr ensuite à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, comme vous le savez, la France s'est engagée vis-à-vis de ses partenaires européens à atteindre en 2016 l'équilibre structurel des comptes publics. Cet engagement a été traduit dans la loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Et si les ministres des Finances de l'Union européenne se sont accordés en juin pour desserrer le calendrier en matière de déficit nominal, de déficit effectif, ils ont maintenu l'échéance de 2016 pour le retour à l'équilibre structurel des comptes publics. Alors, il revient au Conseil d'émettre un avis en toute indépendance sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, et notre mission, en réalité, est double. Premièrement, le Haut Conseil doit se prononcer sur les prévisions macroéconomiques associées au projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Le Haut Conseil ne produit pas ses propres prévisions, mais il s'appuie sur les statistiques disponibles ainsi que sur les prévisions et les analyses d'un ensemble d'organismes tels que l'INSEE, la Banque de France, la Banque centrale européenne, le FMI et l'OCDE. Nous le faisons en toute transparence, ainsi que l'a souhaité d'ailleurs votre Assemblée, en mentionnant les prévisions et analyses que nous utilisons pour l'avis que nous exprimons. Deuxièmement, le Haut Conseil doit examiner la cohérence de l'article liminaire du projet de loi de finances de l'année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation. Et pour la première fois, en effet, le projet de loi de finances contient un article liminaire qui présente les prévisions de solde effectif et de solde structurel des administrations publiques pour l'année en cours, 2013, et bien sûr pour l'année à venir, 2014. Alors à ce stade, permettez-moi d'apporter 3 précisions sur cette notion de cohérence. Il s'agit d'abord d'une notion difficile à appréhender. Si nous prenons le dictionnaire d'Émile Littré, est cohérent ce qui tient réciproquement ensemble. La mission du Haut Conseil
ne peut se limiter à une simple vérification de la concordance des chiffres entre le tableau présenté à l'article liminaire et celui arrêté dans la loi de programmation. Si c'était cela, vous n'auriez pas besoin d'un Haut Conseil des finances publiques. Il ne peut s'agir non plus d'un examen ligne à ligne en recettes et en dépenses du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Haut Conseil doit analyser les prévisions de solde des administrations publiques au vu des prévisions macroéconomiques du gouvernement et des éléments qui lui ont été communiqués sur les principales dispositions des PLF, PLFSS et les comparer aux objectifs fixés dans la loi de programmation. Or, au-delà du respect formel de la trajectoire, il revient donc au Haut Conseil d'apprécier le degré de robustesse et les éventuels éléments de fragilité du scénario de finances publiques et en particulier de la trajectoire du solde structurel compte tenu des informations dont il dispose. Ensuite, la trajectoire de référence utilisée pour examiner la cohérence de l'article liminaire doit être mise en perspective. Les dispositions de la loi organique nous invitent à identifier les écarts avec les orientations pluriannuelles de solde structurel arrêtées dans la dernière loi de programmation promulguée le 31 décembre 2012. Depuis l'adoption de cette dernière, le contexte a pu toutefois évoluer. Nous devons en tenir compte et donc ne pas nous livrer à une analyse statique des données fournies. Enfin, cette analyse de cohérence nécessite des informations nombreuses et donc des délais d'examen raisonnables. Je souhaite saluer la qualité des informations qui ont été communiquées au Conseil dès le mois de juillet par le ministère de l'Économie et des Finances sur le scénario macroéconomique et de finances publiques. Des réponses détaillées ont ensuite été adressées aux demandes des membres. Cela a permis d'avoir de premiers échanges fructueux entre le Haut Conseil et les administrations compétentes et constitue un progrès notable par rapport aux deux précédents exercices auxquels s'était livré le Haut Conseil. Nous avions pu déplorer un certain retard dans les informations qui nous étaient communiquées. Or, ces efforts doivent être poursuivis afin d'améliorer le cadre des échanges qui se poursuivent au mois de septembre. En particulier, la saisine du Premier ministre, intervenue le 13 septembre, ne contenait pas formellement tous les éléments permettant au Conseil d'apprécier la cohérence de l'article liminaire avec les orientations pluriannuelles. Les éléments concernant notamment les finances publiques étaient peu développés. Ils ont dû être précisés par la suite, laissant peu de temps au Conseil pour les analyser. Et je veux rappeler qu'il est indispensable que le Haut Conseil dispose d'un délai d'au moins une semaine pour examiner de façon satisfaisante le contenu du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il serait donc souhaitable qu'à l'avenir, la saisine du Premier ministre contienne tous les éléments nécessaires à la préparation de l'avis, en supposant bien sûr que tous les arbitrages soient rendus à cette date, ce qui n'était pas tout à fait le cas, semble-t-il. J'en viens à présent aux trois principales conclusions de cet avis. Alors, s'agissant des prévisions macroéconomiques, tout d'abord, le Haut Conseil considère que les prévisions de croissance sont plausibles. Le scénario du gouvernement, qui repose sur une reprise modérée de l'activité, avec une croissance de 0,1% en 2013 et de 0,9% en 2014, semble raisonnable. Pour 2013, la prévision est confortée par l'amélioration au cours de l'été des perspectives économiques à court terme. Et pour 2014, la prévision de croissance se situe dans le consensus des économistes, dont la moyenne s'établit à 0,8%. Le Haut Conseil a toutefois identifié des éléments de fragilité ainsi que des aléas globalement orientés à la baisse pour 2014, entourant le scénario macroéconomique du gouvernement. Parmi les éléments de fragilité de ce scénario, le Haut Conseil juge les prévisions d'emploi optimistes. Et je souhaiterais à cet égard attirer l'attention de votre commission sur l'importance des prévisions d'emploi, au même titre que celles de croissance qui focalisent le débat public. Comme vous le savez, l'évolution de l'emploi exerce des effets importants, à la fois sur le dynamisme de l'activité économique et l'équilibre des comptes publics. Des hypothèses trop favorables peuvent conduire, d'une part, à une surestimation de la masse salariale et partant des recettes de cotisations sociales et de CSG, et d'autre part, à une sous-estimation des dépenses d'assurance chômage.
Or, le gouvernement anticipe, selon nous, des créations d'emplois particulièrement vigoureuses dans les secteurs marchands et non marchands. Ce scénario de forte reprise de l'emploi suscite 3 interrogations. S'agissant du secteur non marchand, la forte croissance de l'emploi en moyenne annuelle repose sur une hypothèse volontariste de montée en charge des dispositifs d'emploi aidés, ce sont les contrats d'avenir, essentiellement à la fin de 2013 et tout au long de 2014. S'agissant du secteur marchand, le contenu de la croissance en emploi paraît élevé, même avant la prise en compte des effets du crédit d'impôt compétitivité emploi. Le Haut Conseil considère en effet que, compte tenu du faible niveau de productivité consécutif à la crise majeure que nous venons de connaître, la reprise de la croissance pourrait se traduire dans l'immédiat davantage par un rattrapage de productivité que par une augmentation des embauches. En outre, les effets attendus par le gouvernement du crédit d'impôt compétitivité emploi semblent surestimés. Le Haut Conseil considère d'une part que le CICE ne peut pas, comme le gouvernement le fait, être purement assimilé au plan économique, à une baisse de charges sur les salaires. D'autre part, dans le contexte de faible niveau de marge que connaissent les entreprises, une baisse des charges d'exploitation risque d'avoir à court terme moins d'impact sur l'emploi que ne l'escompte le gouvernement. Le Haut Conseil a également identifié un certain nombre d'aléas qui entourent la prévision de croissance du gouvernement. Ils portent essentiellement sur l'environnement extérieur de la France et sont globalement orientés à la baisse, en particulier un environnement international moins porteur, où l'assainissement différé du secteur bancaire européen pourrait peser sur les perspectives de croissance pour 2014. À l'inverse, des avancées plus rapides qu'attendues en matière de gouvernance économique et financière européenne pourraient conduire à un rebond plus franc de l'activité en 2014. En définitive, le Haut Conseil estime que la prévision de croissance qui vous est présentée est plausible, mais que le scénario macroéconomique présente des éléments de fragilité, notamment sur les prévisions d'emploi. Permettez-moi maintenant de présenter les conclusions de l'avis sur la cohérence de l'article liminaire avec les orientations pluriannuelles de solde structurel. Un premier constat s'impose. Le déficit structurel prévu tant pour 2013 que pour 2014 est significativement supérieur à celui de la loi de programmation. Selon l'article liminaire présenté par le gouvernement, le solde structurel s'établirait à moins 2,6% du PIB en 2013 et moins 1,7% en 2014, contre respectivement moins 1,6% pour 2013 et moins 1,1% pour 2014 dans la loi de programmation. Les écarts s'élèveraient donc à 1 point en 2013 et encore à 0,6 points en 2014. Or, s'agissant de 2013, il convient de distinguer, nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'un premier échange à ce sujet, ce qui est hérité du passé et ce qui résulte d'un ajustement structurel, c'est-à-dire une amélioration du solde structurel, inférieur à ce qui était initialement prévu. Une partie de l'écart, 0,3 points, est hérité de celui constaté en 2012 par le Haut Conseil dans son avis du 23 mai 2013 et que j'avais eu l'occasion déjà de vous présenter. Une large part de cet écart était imputable à des révisions des comptes nationaux de 2011 par l'INSEE sur le PIB comme sur le déficit public. Le reste de l'écart, un petit 0,7 points, est imputable à un ajustement structurel moins rapide que prévu en raison d'une surestimation dans le projet de loi de finances pour 2013 et dans la loi de programmation pour l'année concernée du dynamisme des recettes par rapport à la croissance du PIB. L'élasticité globale des recettes serait en effet de 0,5 contre 1 initialement prévu, et cette différence d'élasticité se traduit par un moindre ajustement structurel de 0,4 points de PIB sur l'écart total de 0,7 points, propre à 2013. Pour le solde, cela résulte d'un rendement moindre que prévu de certaines mesures nouvelles votées en loi de finances pour 2013, de l'ordre de 0,1 point, et d'une évolution plus rapide des dépenses en volume, de l'ordre de 0,1 point, en raison de la révision de la prévision d'inflation, d'une dynamique un peu plus forte de la dépense locale,
ainsi que d'un versement supplémentaire de 1,8 milliard au budget de l'Union européenne. Alors, s'agissant de 2014, l'effort supplémentaire prévu par le gouvernement, 0,4 points, ne permettrait de rattraper qu'une partie du retard accumulé en 2013, 1 point, conduisant ainsi à l'écart prévu dont je parlais tout à l'heure de 0,6 points. De surcroît, le Haut Conseil estime que cette prévision de déficit structurel pour 2014 est optimiste. Alors pourquoi? Il a notamment identifié, sans les chiffrer, 4 facteurs qui conduisent à penser que ce déficit structurel pourrait être sous-estimé. S'agissant des recettes tout d'abord, les hypothèses d'élasticité du gouvernement, une fois de plus, qui mesurent la réactivité des recettes fiscales et sociales à la croissance du PIB, paraissent optimistes. Le gouvernement anticipe une augmentation à législation constante proche de celle du PIB. Il y a une élasticité qui est comprise entre 0,9 et 1. Le Haut Conseil estime de ce côté que les rentrées fiscales de 2014 pourraient encore subir les effets négatifs de la mauvaise conjoncture de 2013, notamment en raison des décalages temporels entre le calcul de l'assiette et la perception de certains impôts. Le rendement aussi des mesures nouvelles annoncées par le gouvernement à hauteur de 9,5 milliards n'a pu être expertisé par le Haut Conseil. Cela concerne en particulier la cotisation sur l'excédent brut d'exploitation, 2,5 milliards, mais je comprends que le gouvernement y a renoncé au profit d'une majoration du taux d'impôt sur les sociétés. En outre, le Haut Conseil n'a pas été destinataire du détail des mesures nouvelles concernant la fiscalité écologique, c'est 400 millions d'euros, et la sécurité sociale, c'est 600 millions d'euros. Enfin, le rendement attendu d'un renforcement de la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, 1,8 milliard, est incertain et une partie pourrait ne pas être pérenne, s'agissant possiblement d'une mesure ponctuelle et temporaire au sens des textes européens. En ce qui concerne les dépenses, des facteurs d'incertitude ont été identifiés sur le champ de l'État et des collectivités territoriales. L'effort sur les dépenses de l'État est conditionné à une stricte maîtrise de la masse salariale et au ralentissement effectif des dépenses d'intervention. La réduction des concours de l'État à hauteur de 1,5 milliard d'euros aux collectivités territoriales ne se traduira pas nécessairement par une économie à due concurrence de la dépense locale. Par ailleurs, je rappelle que les prévisions de solde structurel reposent sur les hypothèses de croissance potentielle retenues dans la loi de programmation. Alors, vous le savez, le Haut Conseil n'a pas été amené à se prononcer sur ces hypothèses dans la mesure où sa création est postérieure à l'adoption de la dernière loi de programmation. Nous nous interrogeons néanmoins sur l'ampleur de l'écart de production estimé à 3,5 points en 2014. En effet, dans le contexte de crise financière majeure que nous venons de connaître, la persistance d'un déficit d'activité devrait s'accompagner de pertes définitive de capacité productive, pesant in fine sur la croissance potentielle. Or, un écart surévalué entre le PIB effectif et le PIB potentiel conduit à surestimer la composante conjoncturelle et par voie de conséquence à sous-estimer le déficit structurel, qui est la référence principale retenue pour le pilotage de nos finances publiques dans le cadre européen. Et si cette hypothèse se vérifiait, les efforts d'ajustement budgétaire nécessaires pour atteindre l'équilibre structurel s'en trouveraient accrus. Le Haut Conseil ne pourra se prononcer, bien évidemment, sur cette question qu'à l'occasion du prochain projet de loi de programmation des finances publiques qui lui sera présenté, mais il lui a semblé utile de relever ce point qui participe d'une appréhension d'ensemble de la situation de nos finances publiques. Après un premier écart de 0,3 points en 2012 constaté par le Haut Conseil, le solde structurel s'écarterait dès 2013 significativement de la trajectoire programmée, nécessitant vraisemblablement le déclenchement du mécanisme de correction au mois de mai 2014. Au terme de l'article 23 de la loi organique, le mécanisme de correction est déclenché si le Haut Conseil identifie un écart important entre les résultats de l'année écoulée et les orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation. Alors, 2 critères alternatifs permettent de déterminer si un écart est important ou non. S'il représente au moins 0,5 points de PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25
points de PIB en moyenne sur 2 années consécutives. Dans son avis du 23 mai 2013, le Haut Conseil avait déjà constaté un écart de 0,3 points en 2012. Devant cette même commission, j'avais souligné que cet écart présentait un risque s'agissant du respect futur de la trajectoire. Ce risque se confirme avec le projet de loi de finances qui vous est présenté. Si les prévisions du gouvernement se réalisent, le mécanisme de correction sera déclenché en mai 2014, sauf à modifier la loi de programmation et le calendrier de redressement des finances publiques s'agissant de sa composante structurelle. La capacité de la France à atteindre l'équilibre structurel des finances publiques en 2016, objectif sur lequel elle s'est engagée, dépend ainsi, d'une part, de l'atteinte de l'objectif de solde structurel fixé en 2014, ce qui n'est pas évident à ce stade, compte tenu des hypothèses optimistes qui ont été retenues, et d'autre part, et quand bien même cet objectif serait respecté, de la mise en œuvre en 2015 et 2016 d'efforts plus importants que ceux prévus par la loi de programmation. En effet, cette dernière prévoyait un ajustement de 1,1 point de PIB sur les 2 années. C'est désormais un ajustement de 1,7 point, soit, si on raisonne de façon égale sur chacune des années, 0,85 points par an qui serait nécessaire pour atteindre l'équilibre structurel, si on veut vraiment atteindre les zéros, là aussi, sauf, bien évidemment, à modifier la loi de programmation et le calendrier de retour à l'équilibre structurel. Or, dans le rapport économique, social et financier rendu public le 1er octobre et communiqué à la Commission européenne, le gouvernement a annoncé un ajustement de 1,5 point en 2015 et 2016, soit non pas les 0,85 que nous pointions, mais 0,75 par an en moyenne, intégralement porté en dépenses. Et dans ces conditions, le solde structurel s'établirait fin 2016 à moins 0,2 points de PIB que la Commission juge comme étant l'équilibre structurel, puisqu'il doit y avoir un équilibre structurel, donc à 0, mais avec un quart de point comme souplesse. Et donc le Haut Conseil sera amené à se prononcer sur ces hypothèses dans ses prochains avis, puisque le rapport économique, social et financier a été rendu public après que nous ayons exprimé notre avis. Or, dans son rapport relatif au projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, votre rapporteur général, M. Marc, formait le vœu que le Haut Conseil des finances publiques devienne l'organisme de référence dont la crédibilité des avis améliorerait la gouvernance des finances publiques. 6 mois après son installation, je crois que le Haut Conseil répond, s'efforce de répondre à vos attentes. Il a développé une expertise indépendante sur les textes financiers préalablement à leur présentation au Parlement. Il a ainsi pour mission d'éclairer vos débats sur les moyens mis en œuvre pour la France pour respecter ses engagements en matière de finances publiques, étant entendu que c'est vous qui fixez les objectifs et bien évidemment les moyens pour y parvenir. Et j'espère que le présent avis contribuera à éclairer effectivement vos débats. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le rapporteur général, votre vœu a-t-il été exaucé? Monsieur le Président, la période des vœux, c'est dans quelques semaines. Laissons ce temps s'écouler. Ça va être un temps très riche pour notre commission, puisque nous allons débattre dans le détail des considérations budgétaires. Mais je peux dire effectivement que, à travers l'avis écrit qui nous a été communiqué et la présentation que vient de faire à l'instant le président Didier Migaud, nous avons bien le sentiment qu'il y avait un maillon qui manquait dans la chaîne de l'évaluation et de la prévision économique pour rendre plus crédible et plus clair les perspectives dans lesquelles on s'engage. Donc je viens remercier Didier Migaud de la présentation qu'il nous fait, la rigueur d'analyse qui est la sienne et également de l'efficacité avec laquelle toute l'équipe du Haut Conseil a préparé cet avis que nous avons examiné avec soin et que le gouvernement a bien sûr veillé à prendre en considération.
Alors, bien entendu, ayant cette rigueur d'analyse, le Haut Conseil peut aussi se prêter parfois à des commentaires, à des propos qui peuvent apparaître un peu prudents. À cet égard, j'ai noté que dans chacun de ses avis, le Haut Conseil insiste particulièrement sur les aléas négatifs qui affectent les prévisions macroéconomiques du gouvernement. Donc, ne pourrait-on pas considérer qu'il s'agit d'un biais qui découle nécessairement des finalités du Haut Conseil, Monsieur le Président, ce qui impliquerait de relativiser les commentaires portant sur de tels aléas? D'autres termes, est-ce que le Haut Conseil n'aura pas tendance à voir la bouteille plutôt à moitié vide qu'à moitié pleine et dès lors s'exprimer avec une prudence naturelle, mais qui peut parfois conduire les décideurs politiques à vouloir être un peu plus ambitieux ou en tout cas plus optimistes pour l'avenir, mais c'est une question qui peut-être sort un peu du champ de l'analyse rationnelle et qui touche un petit peu au champ politique. Deuxième question, une question qui porte sur les prévisions économiques. Le Haut Conseil, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a considéré que ces prévisions économiques étaient plausibles. Ne pourrait-on pas dire même qu'elles étaient prudentes? Pas prudentes à l'excès, mais particulièrement prudentes. Et pour dire cela, je prends appui sur les analyses qui sont faites et qui ont été communiquées ces derniers jours. Je prends en considération, par exemple, les informations qui me viennent du FMI en date du 8 octobre et qui considère que pour la France, on ne sera pas à 0,1 mais plutôt à 0,2 pour l'année et l'année prochaine plutôt à 1 qu'à 0,9. Bon, si on prend en considération de telles prévisions du FMI, on est tenté de dire que finalement le gouvernement est prudent. Le gouvernement est prudent. Je ne dis pas autre chose. Donc, est-ce que plausible n'est pas finalement une expression qui tente à exprimer en sous-entendu quelques réticences ou quelques inquiétudes concernant la démarche qui est suivie? En tout cas, si je prends l'investissement des entreprises, à titre d'exemple, l'évolution qui est prévue, plus 1,5%, est très modérée, parce qu'on sait très bien que quand il y a des périodes de reprise, généralement, la progression de l'investissement est plus importante que cela. Donc, moi, j'ai tendance à considérer que les choses sont vues sous un angle relativement prudent au niveau du gouvernement. Troisième question, elle porte sur les questions de l'emploi. Et sans doute à juste raison, Monsieur le Président, vous avez souligné qu'il y avait des fragilités. Vous considérez en particulier que le rattrapage de la productivité et la reconstitution des marges des entreprises devraient sans doute ralentir les créations d'emplois. Mais cette analyse, au fond, ne sous-estime-t-elle pas les effets des politiques de l'emploi menées par le gouvernement, notamment la mise en place des contrats d'avenir, des contrats de génération? Est-ce qu'il y a, de ce point de vue, une prise en compte suffisante de l'impact sur l'emploi de ces dispositifs? Une autre question concerne le solde structurel. Le Haut Conseil a rappelé qu'il était en attente, je cite, d'une définition explicite par le gouvernement des mesures ponctuelles et temporaires susceptibles d'être exclues du solde structurel. Fin de citation. Donc la question se pose pour nous de savoir de quelle façon étaient jusqu'à présent déterminées les mesures considérées comme ponctuelles et temporaires. Selon vous, quelle devrait être la définition de ces mesures, justement, puisque vous appelez le gouvernement à préciser les choses? Quel est votre sentiment sur la définition de ces mesures? C'est important parce qu'on joue vraiment sur des pourcentages de croissance
relativement faible, mais 0,1, 0,2, 0,3 points, c'est quelque chose d'important dans le regard très précis que vous souhaitez porter sur la trajectoire de la France en la matière. Alors, s'agissant des aléas significatifs associés à l'environnement extérieur de la France, je voulais vous interroger, suite à ce que vous nous avez dit, sur l'analyse que vous faites de la situation américaine en ce moment. En particulier, estimez-vous que la politique monétaire menée jusqu'à présent par la Banque centrale américaine puisse être à l'origine d'une sorte de reprise biaisée de l'économie, comme cela a pu être le cas par le passé, et nous avons cru comprendre depuis hier qu'il y avait une nouvelle présidente de la Banque centrale américaine qui allait être désignée, avec un certain nombre de points de vue déjà connus quant à la facilitation monétaire pour aider la croissance à se dynamiser, ce qui a d'ailleurs provoqué quelques réjouissances au niveau de la sphère financière et des marchés boursiers, qui escomptent dès lors qu'au fond, il y aura à nouveau un peu de facilitation, et je n'utiliserai pas le mot de laxisme quant à la gestion de la masse monétaire, mais toutes choses qui peuvent effectivement conduire à une impression de reprise artificielle, puisque fondée sur une augmentation de la masse monétaire sur des bases un peu artificielles. Enfin, dernière question, sur les hypothèses de croissance des dépenses publiques. Monsieur le Président, dans le cadre de vos hypothèses de travail, puisque vous sembliez dire que celles qui étaient retenues par le gouvernement, ces hypothèses de croissance de la dépense publique paraissaient quelque peu inappropriées, ou en tout cas quelque peu biaisées, quelles sont vos propres analyses en la matière? Et d'autre part, pourriez-vous nous dire comment l'élasticité des recettes publiques devrait-elle évoluer en 2014, puisque vous nous indiquiez tout à l'heure que si le solde structurel ne s'est pas autant amélioré qu'on le souhaitait, c'est parce qu'il y a eu un défaut dans l'élasticité des recettes publiques de 0,4 points, vous l'avez montré dans votre transparent, sur le pays, la croissance du PIB. Donc, qu'est-ce comptez-vous s'agissant de cette élasticité en 2014, dans un contexte où apparemment il semble qu'il y ait une reprise qui s'affirme, et dès lors peut-on dire que le coefficient d'élasticité va évoluer? Quelles sont vos analyses sur ce point? Voilà, Monsieur le Président, quelques points d'interrogation que je souhaitais soumettre au Président Didier Migaud. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Le Président Didier Migaud va répondre à vos différentes préoccupations. En ce qui me concerne, j'aurais souhaité ajouter une question qui m'est venue à l'esprit en écoutant le ministre délégué Bernard Cazeneuve il y a quelques jours. Lors de cette audition, Monsieur le Président, ce ministre, par ailleurs très habile, a déclaré, et j'ouvre les guillemets, « Le Haut Conseil apprécie le décalage entre la loi de finances et la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Toutefois, depuis, une négociation a été conduite avec l'Union européenne et le calendrier de nos engagements a été redéfini, ce qui nous a donné davantage de temps pour atteindre nos objectifs. Nous avons transmis ces éléments au Haut Conseil qui se prononcera de nouveau en mai. Nous aurons, dans le courant de l'année 2014, à regarder la manière dont, en liaison avec le Haut Conseil des finances publiques, et là c'est moi qui souligne, nous mettons ou nous mettrons en adéquation la trajectoire avec notre budget. Alors, Monsieur le Président Migaud, j'aurais souhaité savoir ce qu'il convient selon vous de penser de cette déclaration. Vous demandez si vous pensez que cette déclaration est en ligne avec le principe selon lequel la trajectoire des finances publiques s'impose aux lois financières, au lieu que ce soit la trajectoire qui doit être ajustée aux variations des lois financières. Mais peut-être n'ai-je pas compris, ces sujets étant extrêmement complexes, il serait utile en tout cas que notre commission
puisse être aidée à interpréter les déclarations que le ministre du Budget a bien voulu faire devant elle. Merci. Je vais réserver ma réponse à votre question, Monsieur le Président, après avoir répondu aux questions posées par le rapporteur général. Alors, bon, prudent, plausible, aléa baissier, aléa haussier ou tout au moins bon. C'est dans chacun de nos avis, d'ailleurs, nous parlons et des aléas à la hausse et des aléas possibles à la baisse. Bon. Ce que nous avons dit s'agissant de 2014, c'est qu'il nous apparaissait que les aléas à la baisse étaient supérieurs aux aléas possibles à la hausse, sans une fois de plus les exclure. On a dit qu'il n'était pas exclu du tout que la croissance soit supérieure au 0,9 proposé par le gouvernement. Bon. Donc c'est pour cela que nous avons retenu le terme plausible. Si nous avions distingué entre 2013 et 2014, je crois qu'on peut dire que sur 2013 c'est prudent. Bon. Sur 2014, c'est effectivement plausible. Plausible, ça veut dire réaliste, crédible. Bon. Alors pourquoi nous avons insisté sur un certain nombre de risques et d'aléas? C'est qu'il faut conserver quand même à l'esprit que la crise que nous venons de connaître et que nous connaissons encore est tout à fait exceptionnelle. Bon. Et que nous ne sommes pas totalement dans une phase de reprise classique. Et que des risques importants continuent de peser sur la croissance mondiale. Et nous les évoquons dans notre avis, et non seulement sur la croissance mondiale, mais également sur la croissance européenne. Et je reviendrai sur ces aléas qui pèsent sur l'environnement international. Bon. Il y a aussi des freins à la croissance qui subsistent sur le plan intérieur. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais nous avons au niveau des entreprises des résultats qui sont plutôt dégradés, un taux d'utilisation des capacités très bas qui bien évidemment, tout cela pèse sur l'investissement. Une progression du pouvoir d'achat qui reste modeste et un effort structurel de réduction des déficits publics moindre qu'en 2013, mais encore substantiel. Donc tout cela peut peser. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis de dire que bon, il y avait un certain nombre d'aléas baissiers. De la même façon, nous avons exprimé quelques interrogations sur le scénario macroéconomique. Bon, disons que les hypothèses nous apparaissent plausibles, mais qu'au niveau du scénario macroéconomique, bon, il y avait un certain nombre d'interrogations, ne serait-ce que parce que si l'hypothèse de croissance peut tout à fait être atteinte, son contenu en emploi peut être plus décevant que ne le pense le gouvernement, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je suis revenu dans mon propos introductif et sur lesquelles que vous avez vous-même évoqué, c'est-à-dire que nous avons un retard en productivité, et puis nous avons des marges des entreprises qui sont faibles. Bon. Donc du coup, on peut penser que la reprise se traduira d'abord par un rattrapage de la productivité et également par une reconstitution des marges par les entreprises elles-mêmes, avant même qu'elles ne réembauchent. Bon. C'est pour cela que nous avons souhaité, bien évidemment, identifier cela. D'ailleurs, dans les dernières prévisions de l'UNEDIC,
on retrouve, je dirais, le raisonnement qu'a pu tenir le Haut Conseil. Or, sur l'emploi non marchand, bon, là, j'insiste pas là-dessus, ça dépend bien évidemment là je dirais, du programme volontariste qui est mis en place par le gouvernement. C'est un programme qui est ambitieux. Bon, tout dépend des moyens qui, bien sûr, sont consacrés pour atteindre ces objectifs. Mais il n'y a pas que l'emploi non marchand. Il y a aussi l'emploi marchand qui peut être tout à fait déterminant. Donc voilà, c'est pour cela que nous avons insisté là-dessus et que nous avons formulé un certain nombre d'interrogations sur le scénario macroéconomique et identifié un certain nombre d'aléas négatifs, notamment compte tenu d'un contexte international particulier qui n'est pas complètement sorti de la crise dans laquelle ce monde était. Alors, sur votre question relative aux mesures ponctuelles et temporaires, bon, nous avons estimé effectivement nécessaire que le périmètre de ces mesures ponctuelles et temporaires soit établi de façon claire et précise. Et nous avions, notamment dans notre avis publié en mai dernier, considéré que la vente des licences de fréquences hertziennes, dont le produit s'est élevé d'ailleurs à 2,6 milliards, c'est-à-dire une somme qui n'est pas négligeable, aurait dû être traitée comme une mesure ponctuelle et temporaire, à l'instar par exemple de ce qui a été fait en dépenses pour la recapitalisation de Dexia, alors que le gouvernement lui a donné un statut différent. Et cela peut avoir, bien évidemment, des conséquences ensuite dans l'appréciation du solde structurel. Alors, nous avons saisi la direction générale du Trésor ainsi que la direction du budget. Pour le moment, personne n'a vraiment eu le temps, semble-t-il, de travailler sur ce sujet. Bon, la préparation du PLF peut expliquer cela. C'est un chantier que nous devons reprendre avec le gouvernement, en liaison aussi avec la Commission, pour que nous ayons la même définition et que ça puisse être accepté et par la Commission et par le gouvernement. Nous avons redit notre disponibilité pour y travailler de notre côté. Manifestement, on voit bien que des voies d'amélioration sont possibles pour dégager une doctrine sur ce sujet-là. Et la France pourrait se doter d'un corpus de règles en la matière. Des voies d'amélioration sont possibles aussi pour justifier précisément le caractère ponctuel et temporaire des mesures déduites du solde structurel. Et puis, je pense que ce serait aussi utile que nous puissions harmoniser le vocabulaire utilisé au niveau européen. Les textes financiers français font régulièrement mention de mesures exceptionnelles et temporaires. Bon, ce n'est pas tout à fait le même vocabulaire que celui utilisé par la Commission. Bon, donc ce serait bien d'avoir une certaine cohérence en la matière. Alors, vous m'avez également interrogé sur la situation de l'économie américaine. Alors, je veux rappeler tout d'abord que le mandat du Haut Conseil est de donner un avis sur les prévisions macroéconomiques de la France. Bon. C'est déterminant. Mais c'est bien évidemment dans cette perspective que nous suivons la conjoncture aux États-Unis et le fait d'ailleurs que nous identifions un certain nombre d'aléas à la baisse compte tenu d'un contexte international montre qu'il faut que nous suivions aussi bien évidemment les analyses qui peuvent exister sur la situation d'un certain nombre de pays. Alors, on peut constater que l'activité a accéléré aux États-Unis au second semestre 2013, qu'elle devrait rebondir en 2014, après le ralentissement de 2013 qui a été induit par un effort budgétaire conséquent. Et
on constate d'ailleurs que le gouvernement français prévoit une croissance américaine de 1,4% pour 2013 et 2,6% pour 2014, et que ces prévisions sont plus prudentes que le scénario central qui a été publié par la Fed le 18 septembre dernier, puisque la Fed se montre dans son scénario central plus optimiste que le scénario retenu par le gouvernement. On peut penser, compte tenu de tout cela, que la demande intérieure peut soutenir la croissance en 2014, que l'inflation pourrait se redresser graduellement, mais tout en restant modérée, mais que malgré ces fondamentaux qui s'améliorent sur le plan de la situation américaine, nous attirons l'attention sur le fait que les risques qui entourent les perspectives de croissance américaine ne doivent pas non plus être sous-estimés. Il y a la question monétaire dont vous avez parlé. Alors, peut-être que la nomination qui devrait intervenir aujourd'hui peut permettre d'avoir une appréciation optimiste par rapport à la politique monétaire qui sera conduite par la Fed. Mais bon, on sait que ces choses-là sont fines entre sur la détermination du bon moment pour resserrer la politique monétaire et pas une tâche facile. Une sortie trop rapide pourrait être néfaste à la reprise. Bon, je pense que d'ailleurs la nouvelle autorité en est consciente. Elle a fait quelques déclarations en ce sens. En revanche, attendre trop longtemps peut aussi avoir des risques et favoriser des prises de risques justement excessives sur les marchés financiers, comme il s'en est produit il y a encore peu de temps. Et puis, il y a, je dirais, les incertitudes qui entourent la politique budgétaire. Nous n'avions pas obligatoirement ces éléments au moment où nous avons formulé notre avis, mais on voit bien dans quelle situation aujourd'hui les États-Unis sont. Il y a des échéances. Bon, l'accord qui doit être trouvé au niveau du Congrès américain tarde, plus il peut y avoir des conséquences, bien évidemment, sur la croissance américaine et donc avec des répercussions possibles sur la croissance mondiale et au niveau de la croissance européenne. Il y avait une dernière question sur les hypothèses de croissance tendancielle des dépenses publiques. Alors, là aussi, le Haut Conseil ne produit pas ses propres prévisions. Nous ne sommes pas du tout armés pour le faire. Ses propres prévisions macroéconomiques et de finances publiques, ce n'est pas sa mission. Et en tout cas, ce n'est pas le texte que vous avez voté. Nous ne sommes pas l'INSEE, nous n'avons pas les moyens de concurrencer l'INSEE pour faire nos propres prévisions macroéconomiques et donc nous n'avons pas capacité nous-mêmes à faire nos propres prévisions et le Haut Conseil n'a pas été amené non plus à retenir des hypothèses de croissance tendancielle des dépenses. Nous sommes là, nous, pour apprécier la cohérence des prévisions, le caractère crédible ou non des hypothèses macroéconomiques, la robustesse de ces prévisions et la cohérence de ces prévisions par rapport à tout un ensemble et notamment par rapport à la loi de programmation. Nous, c'est notre mission. Nous n'avons pas capacité à examiner les écarts avec, je dirais, d'autres textes que la loi de programmation. Là, la loi organique est très claire, ce qui nous amène, bien évidemment, à porter l'appréciation que nous portons sur le décalage. Alors, sur les hypothèses d'élasticité, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Bon, manifestement, pour 2013, on voit bien qu'il y a eu un écart. Bon, l'élasticité finale n'a pas été celle prévue. Bon, et avec un décalage relativement important puisqu'il est de l'ordre de 0,5 points. Pour 2014, il y a une élasticité qui est prévue entre 0,9 et 1 point, proche du PIB.
là aussi, on considère que cette hypothèse peut être optimiste à partir du moment où elle peut sous-estimer les effets négatifs de la mauvaise conjoncture de 2013. On voit bien qu'on a un petit problème d'ailleurs au niveau de l'estimation des recettes fiscales. Bon, donc il y a un lien par rapport aux hypothèses d'élasticité et on considère qu'il peut y avoir un risque qu'en 2014 l'élasticité soit encore inférieure au PIB tel qu'il peut être réalisé sur l'année. Alors après, il y a la question du président. Alors il le sait, je pense qu'il doit s'attendre à ma réponse, qu'il ne m'appartient pas de commenter une déclaration d'un membre du gouvernement. Ça n'est pas dans ma qualité et je ne souhaite pas m'élever au-dessus de ma condition. C'est un propos lambertien. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il ne m'appartient pas de commenter. Et ce qu'a dit le Haut Conseil relève du constat. Et d'ailleurs, nous faisons d'autant plus facilement ce constat, nous l'aurions fait, mais que le gouvernement lui-même fait état de ce décalage par rapport à la loi de programmation. Bon, donc nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que nous disons sur un décalage entre ce qui peut se produire en 2014 sur le déficit structurel et sur l'effort structurel à conduire, ensuite sur les années suivantes, que ce que nous disons, puisque c'est là aussi la référence, c'est la loi de programmation. Alors, bien évidemment, nous ajoutons la précaution, sauf si la loi de programmation venait à changer. Mais il ne nous appartient pas, là aussi, de suggérer ou de proposer une modification de la loi de programmation. Ça appartient, bien évidemment, au pouvoir politique. Nous apprécions une situation par rapport à un texte donné. Bon, s'il est actualisé, bien évidemment, nous devons, nous, en ce qui nous concerne, à ce moment-là, en tenir compte. Ce que je constate, c'est que déjà le rapport économique et financier avance un certain nombre d'éléments complémentaires par rapport aux éléments qui nous ont été apportés, parce qu'il prévoit que... Enfin, il confirme d'ailleurs que la France ne remet pas en cause l'objectif d'équilibre structurel de nos comptes en 2016, mais avec la marge de souplesse ou d'erreur que reconnaît elle-même l'Europe, à savoir 0,25 points. Et dans le rapport économique et financier, c'est plus 0 qui est prévu comme la loi de programmation le prévoit, mais c'est 0,2, et d'où un effort structurel qui n'est pas aussi important que celui que nous avions identifié par référence à la loi de programmation, mais qui reste plus important, bien évidemment, que celui prévu dans la loi de programmation elle-même. Donc ça veut dire qu'en 2015 et 2016, en tout état de cause, il faut faire un effort structurel plus important que celui prévu par l'actuelle loi de programmation. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs et Madame les sénateurs, les réponses que je pouvais apporter aux questions que vous avez commencé à me poser. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous aider ainsi à ausculter la bouteille que l'on voit tantôt à moitié vide, tantôt à moitié pleine. Voilà, vous avez pu suivre l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil des finances publiques, devant la Commission des finances du Sénat. Tout de suite, vous retrouvez Delphine Girard pour 24 heures Sénat.